Bonjour à tous, voici l'épisode 2 d'Inspiring People, la série où je rencontre et je discute avec des gens inspirants. Pour ce deuxième épisode, j'ai rencontré Yann Mambrini, un physicien théoricien, directeur de recherche au CNRS, et il enseigne aussi la physique théorique à l'École normale supérieure de Paris. Il est aussi écrivain, car il a écrit son premier ouvrage en 2019, Histoire de temps, de la nature du temps et de sa mesure. Vous pouvez le retrouver partout, donc à la Fnac, dans des librairies ou sur Amazon, donc j'ai mis le lien Amazon dans la description. Yann Mambrini en reparlera à la fin de l'interview en détail. On a parlé de plein de sujets différents, il m'a expliqué pourquoi il a décidé d'être physicien théoricien, il m'a expliqué pourquoi il était passionné par le temps, par la création de l'univers avec le Big Bang, on a parlé des trous noirs, on a parlé des entrepreneurs qui veulent conquérir l'espace. Il m'a donné son avis sur les extraterrestres. Il m'a expliqué pourquoi l'univers est en expansion. Enfin bref, on a parlé d'énormément de sujets. Avant qu'on filme l'interview, Yann Mambrini m'a fait un tour en voiture de l'université Paris-Saclay. C'était hyper intéressant, on a vu plein de choses. Il m'a également expliqué la création de l'univers avec toutes les équations qu'il a écrites au tableau. Donc cette vidéo est disponible sur mon Instagram. Donc le lien du livre est dans la description. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cette introduction. Encore merci à Yann Mambrini d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup et je vous souhaite un excellent visionnage. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode d'Inspiring People, ma série où je rencontre des gens inspirants. Donc aujourd'hui je suis avec Yann Mambrini. Merci beaucoup de nous recevoir. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc bonjour, je me prénomme Yann, je m'appelle Yann Mambrini. Je suis directeur de recherche au CNRS, au laboratoire IJC Lab, donc laboratoire Irène et Jules Curie de l'université Paris-Saclay. Et je travaille sur tout ce qui concerne l'univers primordial, les premiers instants de l'univers, et dans le domaine qu'on appelle la physique des particules de haute énergie. Ok, super. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert ce domaine-là, donc ta passion pour l'univers, comment tu t'es découvert, enfin, est-ce que c'était une vocation ou comment tu as découvert ça? Alors, moi je suis originaire de Concarneau. C'est une petite ville en Bretagne et c'est vrai que c'est pas une ville connue pour ses physiciens théoriciens et donc j'avais lu dans Sciences et Vie un article sur la relativité générale, sur la courbure de l'espace-temps, sur la physique des particules, sur l'infiniment petit. En fait, c'était un numéro spécial de Sciences et Vie quand j'avais 15 ans et ça m'avait assez fasciné. Et avec un copain, on s'était dit mais il y a des particules autour de nous. Tout ce qui était Big Bang, univers, ça nous a vraiment torturé l'esprit. Et donc j'avais commandé un livre à la librairie de Concarneau qui expliquait les grands défis de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Et je me souviens que j'avais écrit à son auteur, qui était un chercheur américain qui était à New York. Alors avec mon anglais de collège, quoi. Et j'avais écrit avec un semi-anglais pour lui demander quoi faire pour faire ce qu'il faisait, quoi, la physique quantique, voilà. Et en fait, il m'a répondu. Ouais. Et je me souviens très bien du jour où mes parents sont venus avec une lettre venant de New York en me disant on a reçu une lettre de New York pour toi, c'est quoi? Et je l'ai ouverte et ce gars qui était un physicien très, très connu que j'aimerais rencontrer un jour d'ailleurs, ça me ferait plaisir. Et j'ai oublié son nom justement, j'ai oublié son nom. Et c'est vrai qu'il m'a répondu, c'était un professeur de New York, et je me suis dit mais comment ça se fait qu'un professeur de l'université de New York réponde à un Français de Concarneau qui lui pose des questions. Et je me souviens, sa lettre, il disait c'est très dur, il faut faire un doctorat, faut faire beaucoup d'études, il faut être sérieux, faut machin. Et du coup voilà, j'ai pris sa route, j'ai suivi ses conseils. Et j'aimerais bien le recroiser un jour. D'ailleurs, je crois, j'ai fait un tri l'autre jour, mes parents ont fait un tri, je crois que son livre, ils l'ont retrouvé. Il faudrait que je revoie ce livre et que je le relise pour savoir ce qui m'avait tant inspiré. Voilà. C'est génial. Précisément, à quel âge tu t'es dit que tu voulais consacrer toute ta vie à l'astronomie? À quel âge précisément? C'était vers l'adolescence ou, Ouais, voilà, vers 15-16 ans en fait, vers 15-16 ans. J'ai toujours aimé les mathématiques, je faisais des mathématiques assez jeune, et les mathématiques m'ont toujours fasciné. Pas la physique, je dois l'avouer, la physique ne me plaisait pas vraiment. J'aimais bien les maths et j'ai compris pourquoi j'aimais pas la physique quand je suis arrivé à l'école normale supérieure, au magistère de l'école normale supérieure à Paris-Saclay. C'est lorsque je me suis rendu compte qu'il y a des concepts mathématiques sous les concepts physiques et des superbes concepts mathématiques, que ce soit la relativité générale ou la physique quantique ou ce qu'on appelle le modèle standard. Il y a des symétries cachées,
sous toutes les lois physiques. Et la beauté de ces symétries et de ces lois m'ont poussé vers la physique théorique. Donc c'est plutôt les mathématiques qui m'ont amené vers la physique théorique. Je n'étais pas très bricoleur, beaucoup d'autres de mes collègues adoraient démonter des réveils, remonter des réveils, bricoler. Ce n'était pas mon truc, mais j'adorais les mathématiques. Et lorsque j'ai vu la beauté et la puissance d'une théorie comme la théorie d'Einstein par exemple, et ce qu'elle est capable de prédire avec uniquement des équations, ça m'a fasciné. Et donc justement, à l'adolescence, tu t'es découvert cette passion. Et ensuite, c'était quoi ton parcours post-bac? C'est-à-dire que concrètement, juste après le bac, tu as fait quoi comme études? École préparatoire, magistère de l'école normale supérieure de Paris-Saclay, puis doctorat à Montpellier, donc doctorat de Paris-Saclay, alors ça s'appelait l'université Paris 11 avant, donc doctorat maintenant de Paris-Saclay à Montpellier. Je suis revenu à Paris pour faire mon armée, à l'époque on faisait l'armée, et puis 2 ans de ce qu'on appelle ATER. ATER, c'est un attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Donc ce sont pendant 1 an, ou dans mon cas c'était 2 ans, on donne des cours en fait à l'université tout en faisant de la recherche. Et ensuite, comme beaucoup de chercheurs, on fait ce qu'on appelle des post-doctorats. Donc les post-doctorats, c'est des postes à durée limitée de 2 ans, parfois 3 ans, à l'étranger. Donc moi j'ai fait Espagne et j'ai fait Allemagne, Hambourg et Madrid. Beaucoup vont aux États-Unis, au Japon, en Corée, il y a vraiment plein de post-docs et c'est vraiment les meilleures années. Parce que les années de doctorat sont un peu compliquées parce que tu es un directeur de thèse, tu ne comprends pas bien ce que tu fais là et les calculs ne sont pas faciles, tu as du mal. En postdoc, tu commences à comprendre ce que tu fais, tu commences à avoir des idées, tu commences à créer des choses, tu es plus libre, tu es mieux payé. Et puis tu es à l'étranger, donc tu apprends une nouvelle langue, une nouvelle culture et tu vis à l'étranger et ça c'est énorme. Donc moi j'ai fait Espagne et Allemagne, j'aurais voulu faire les États-Unis mais le CNRS m'a pris en poste avant que j'aille aux États-Unis. Mais c'est vrai que la recherche dans mon domaine, physique théorique, la recherche est très internationale. Donc on parle en anglais des doctorats. Hein. Ici au laboratoire, je ne parle que anglais quasiment tous les jours. Hein. Je parle rarement français parce qu'on est tous entourés d'étrangers. C'est vraiment très, très, très international. Et c'est une des beautés de notre domaine. C'est vraiment l'universalité et ça me plaît beaucoup. Et donc justement, tu as dit que tu étais chercheur au CNRS. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement ce que c'est? À quoi ça sert et quel est ton rôle en tant que directeur de recherche au CNRS? Alors le CNRS est une institut assez particulière dans le monde, c'est une de celles qui publie le plus. C'est une chose assez unique en France, il y a l'équivalent, c'est INFN en Italie, ça s'appelle DOE, Department of Energy aux États-Unis. Mais c'est vrai que notre système français, il y a un système universitaire avec des chercheurs à l'université et un système d'institut. Il y a l'INSERM pour la recherche médicale, il y a le CNRS pour la recherche scientifique, où on n'enseigne pas, ou du moins, moi j'enseigne à l'école normale supérieure, mais parce qu'on me l'a demandé. Je ne suis pas obligé d'enseigner. Donc le CNRS, c'est de la recherche pure. Et il y a la plupart de la recherche dans le monde entier, comme à Princeton, à Berkeley, etc., sont des universités qui engagent des chercheurs pour chercher et en même temps enseigner. Donc ça, on a un gros luxe au CNRS, on a une grosse chance, c'est que je ne fais que la recherche, si je le veux, je ne suis pas obligé d'enseigner. Le système universitaire français, c'est vrai, à l'échange, ils ont tout le poids de l'enseignement. Donc un professeur universitaire en France enseigne beaucoup plus qu'un professeur universitaire en Angleterre ou aux États-Unis. Donc il a moins de temps pour la recherche. Donc voilà. Donc le CNRS, c'est un institut pur de recherche qui est défini en sections. Donc section 1, physique expérimentale, section 2, physique théorique. Donc les sections sont un peu venues au niveau historique. Il y a une section pour histoire, sociologie, etc. Et les premières sections ont été créées dans les années 40. Donc, toi, tu enseignes, donc tu fais aussi de la recherche, et dans tout, tu travailles dans l'institut du CNRS, et donc tu es aussi professeur à l'université Paris-Saclay à l'école normale supérieure, oui, au master de l'école normale supérieure à Ulm, qui dépend d'une autre université. Le CNRS, c'est un institut national, CN, c'est national, Centre national de recherche scientifique. Ça veut dire que je ne dépends pas de l'université où je travaille. Les professeurs ici dépendent du président de l'université. Moi, je suis entre guillemets, le CNRS est invité dans des instituts. Le CNRS n'a pas beaucoup d'instituts propres à lui. C'est qu'il est invité dans l'université. Donc en gros, l'université me prête un bureau. En échange, je travaille pour l'université dans le sens où je publie au nom de l'université et du CNRS. Donc j'ai 2 signatures. Je publie pour le CNRS, virgule, pour l'université. Donc c'est un luxe au CNRS aussi parce qu'en fait, on peut bouger d'université. Si demain, je veux aller à Marseille, je demande à être muté à Marseille. Comme je suis au niveau national, il n'y a pas trop de problème. Un professeur d'université ne peut pas parce qu'il donne des cours à l'université. Donc s'il doit partir, il doit trouver quelqu'un pour le remplacer et il doit remplacer quelqu'un à l'autre université. Donc c'est un échange.
Nous, on est très libre. C'est vraiment un grand luxe. Et donc toi, en un mot, tu es physicien. Et est-ce que tu peux nous expliquer concrètement à quoi ressemble une journée d'un physicien? C'est-à-dire le matin, je te lève, tu fais quoi? Ouais, alors je suis physicien théoricien. Okay. Donc par rapport, il y a des physiciens expérimentateurs et physiciens théoriciens dans mon domaine. Fermi, on est rarement les deux, c'est très difficile. D'une part parce que les expériences sont très difficiles à mener, parce que c'est des grandes expériences de grands instruments, que ce soit des satellites ou des accélérateurs de particules. Et la théorie est devenue aussi quand même très compliquée, il faut l'admettre. Donc faire les deux, c'est quasiment impossible. Le dernier qui a fait les deux, il s'appelait Enrico Fermi. C'est le dernier où on considère qu'il était capable à la fois de faire celui qui a inventé l'énergie nucléaire, enfin la première pile nucléaire et le projet Manhattan. C'est le dernier où il faisait un peu les deux. Il faisait le matin expérimentateur et l'après-midi il faisait la théorie, on va dire. Il a eu un prix Nobel pour ses théories, mais il a aussi fait il a contribué à la première bombe nucléaire, enfin du moins centrale nucléaire, pile nucléaire. Et maintenant c'est difficile. Donc on est soit l'un soit l'autre. Et on demandait à Fermi s'il était théoricien ou expérimentateur. Et sa phrase était qu'il était expérimentateur parce qu'il se levait à 6 ou 7 heures du matin. Alors ça c'est la caractéristique pour reconnaître un expérimentateur ou un théoricien, tu regardes à quelle heure il se lève. En général, un théoricien, je ne vais pas me faire des amis parmi mes collègues, mais c'est vrai qu'en général on se lève plutôt tard. C'est rare qu'on se lève avant 9 heures du matin quand même. Sauf quand on a une famille, une vie de famille, etc. Mais quand on a une vie, quand on n'a pas une vie de famille, on se lève plutôt tard et on se couche très tard. Donc on travaille beaucoup la nuit et on se lève tard. Et donc on arrive au laboratoire en général vers 10 heures. Et 9h, 10h, ou c'est quand on a des cours, et on regarde les articles qui ont été publiés le jour même, pendant la nuit. Donc dans mon domaine, chaque jour, il y a une vingtaine d'articles qui me concernent, donc on les lit. C'est publié sur un site qui s'appelle Archive sur Internet, avant qu'il soit publié dans une revue. Et donc c'est des articles qui viennent du monde entier? Ouais, du monde entier, ouais. Ouais, du monde entier. Donc tous les matins, on a 20 articles, donc on lit les titres. Quand le titre nous intéresse, on lit le résumé, et quand le résumé nous intéresse, on lit l'article. Donc je vais lire à peu près 20 résumés par jour, toujours avec une petite période de stress, parce que tu te dis, il y a peut-être l'article sur lequel tu es en train de travailler toi qui sort, parce qu'on est en un système concurrentiel. Donc si jamais je vois un article qui ressemble à ce que je fais, ça veut dire que ce que j'ai fait ne va pas servir à grand chose, parce que c'était fait avant moi. Il faut être le premier à publier toujours sur un domaine. Donc quand on est sur la fin d'un article, on a toujours une petite période de stress que quelqu'un le fasse avant. Et puis, une fois qu'on a eu les articles, on est un peu inspiré, on travaille sur nos propres calculs à nous. Donc, on a une phase d'idées. Alors, c'est pour ça, je pense qu'on travaille très tard. Enfin, qu'on travaille tard. La physique théorique, c'est un domaine d'inspiration. C'est pour ça que tu appelles inspiring. Il faut qu'on ait des idées. Un travail expérimental, qui est aussi un travail vraiment de recherche génial, c'est plus des astuces, des constructions, comment on va faire ça. En physique théorique, il faut qu'on ait une idée, qu'on ait quelque chose d'original, qu'on imagine comment l'univers était, qu'on se substitue à la nature. Et qu'on se dise, est-ce que la nature n'a pas pu faire comme ça? Mais si elle a fait comme ça, quelles seront les conséquences? Et donc, il faut une grande source d'originalité pour la physique théorique. Et donc, comment tu arrives à trouver ces idées Soit le matin, tu lis un article, par exemple, tu dis ça, c'est assez marrant, parce que l'article que j'ai lu la semaine dernière, c'était quelque chose de différent et tu combines. Soit parce que quelque chose que tu as fait il y a 5 ans, tiens, il refait quelque chose que j'ai fait il y a 5 ans, mais on a un peu mieux. Tu essaies de combiner les choses et tu essaies d'avoir des idées. Ça dépend des domaines. Alors, ça, c'est donc quand tu es dans la phase très théorique. Maintenant, on est aussi lié aux expérimentateurs. Pourquoi? Parce que les expérimentateurs nous donnent des données. Et nous, en tant que théoriciens, on doit trouver, expliquer le monde. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est les données qui ne correspondent pas à ce qu'on s'attendait. Si un expérimentateur mesure quelque chose auquel on s'attendait, tant mieux, on a compris la chose, mais nous, ce n'est pas si excitant que ça. Si maintenant un expérimentateur mesure une chose incroyable, à laquelle on ne s'attendait pas, nous, théoriciens, on doit essayer d'expliquer. Et là, la compétition est rude. Et là, mondialement, il y a des centaines de papiers qui vont sortir. Et là, tout le monde va essayer d'expliquer le phénomène inconnu. Donc, en 2019, tu as publié ton premier livre, Histoire de temps. Qu'est-ce qui te passionne par le temps? Pourquoi tu es passionné par le temps je pense que je ne suis pas le seul en plus, parce que je pense que le temps est quelque chose d'assez passionnant. Alors déjà, c'est parce que je travaille sur les tout premiers instants de l'univers. D'accord. Donc je travaille sur lorsque, entre guillemets, le temps est apparu. Le temps, pour nous en physique, c'est évidemment fondamental parce que le temps, on appelle ça, c'est ce qu'on appelle une variable dynamique qui bouge, tu vois. C'est que la physique est basée sur la dynamique. Si l'univers était statique, si je ne bougeais pas, tu ne bougeais pas, etc., il n'y aurait pas de physique. C'est parce que l'univers évolue qu'on existe et que la physique existe. Et donc notre but en tant que physicien est toujours de prédire ce qui va se passer, de faire des modèles qui expliquent ce qui s'est passé et de prédire ce qui va se passer dans le futur. Comme tu vois les équations que tu vois là, tu as toujours le temps qui apparaît.
c'est des évolutions temporelles, comme on parlait tout à l'heure. C'est comment la température évolue en fonction du temps, comment notre densité d'énergie évolue en fonction du temps, comment notre univers va évoluer en fonction du temps. Donc, le temps est vraiment la variable dynamique qui définit tout ce qui va se faire. Et ce qui m'a passionné quand j'ai écrit ce livre, c'est ma question que je me suis posée surtout, c'est comment on mesure le temps. Parce qu'on ne mesure jamais vraiment le temps. On mesure un mouvement. D'accord ? Quand tu as un pendule sur une horloge, une aiguille sur une montre, même une vibration sur un quartz. Donc en fait, l'homme ne mesure jamais le temps, il mesure un processus physique, d'un aller, d'un retour, quelque chose d'isochrone. Et donc ce qui m'a fasciné, c'est comment l'homme a essayé de mesurer cette notion de temporalité depuis les Babyloniens, avec la clepsydre et, voilà, et l'eau qui coule, qui s'écoule, au cadran solaire, en passant par les sabliers et pas par les horloges mécaniques. Donc la notion du temps et la notion surtout de la mesure de ce temps et comment l'homme a été obsédé pour la mesurer, est vraiment passionnant. C'est une aventure passionnante, humaine. Et concrètement, comment avec des équations comme ça, tu peux travailler sur la création de l'univers, les quelques secondes avant, etc. C'est juste des calculs. Voilà. Oui, non, tu as raison. C'est juste des calculs. C'est ce qu'on disait, c'est l'imagination. Donc, alors, il se trouve que plus on va vers les débuts de l'univers, plus on peut être imaginatif parce qu'on a moins de données. Donc, évidemment, plus on a de données, voilà. Par exemple, le Soleil est quand même assez connu. Tu vois, on l'a observé depuis quelques années. Le Soleil est plus connu que les 3 premières minutes de l'univers. Donc en fait, quand on s'approche du début de l'univers, il faut être de plus en plus imaginatif et parce que tu peux inventer des modèles, vu que tu n'as pas d'expérimentateur qui était là à l'époque pour dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc il faut inventer des modèles, il faut qu'à la fin, ton modèle, quand tu fais évoluer temporellement ton modèle, il faut qu'on retrouve ce qu'on est maintenant évidemment, il faut retrouver les données. Mais quand tu remontes dans le temps, tu dis là, tu as une latitude de modèle et tu peux t'amuser. Donc là, on s'amuse. On peut par exemple, dans le cas du Big Bang, on essaye de travailler sur le Big Bang en général, je disais tout à l'heure, c'est donc on a l'image d'une explosion primordiale où l'univers a été créé. D'autres modèles proposent ce qu'on appelle en anglais des bouncing universe, des univers qui rebondissent, où l'univers a pu se contracter et se dilater, se contracter comme un cœur en fait. Et certaines personnes pensent en fait que l'univers a ce qu'on appelle une inflation voilà, épirotique, on appelle ça aussi. Donc c'est un univers qui est bouncing, donc qui se condense comme un cœur qui bat. D'accord ? Ça c'est une possibilité et qui a toujours été là. D'autres pensent qu'il y a une inflation éternelle, c'est-à-dire qu'on a une phase d'inflation, on se ralentit, puis une autre phase d'inflation, on se ralentit, puis une phase d'inflation, et qu'on a un ensemble de Big Bang, et à chaque fois plein de Big Bang infinis, comme des fractales qui se recondensent. Donc on peut imaginer ça, et donc ces équations, on les change, les paramètres, on va changer. Si je change un certain paramètre, ça va me faire un univers qui bounce. Okay, si je change un autre univers, ça va me faire un univers qui est en expansion infinie. Et donc en changeant ces paramètres, donc en changeant l'image qu'on a de l'univers, donc c'est une image mentale qu'on a, on se dit, est-ce que l'univers est comme ça, on s'imagine l'univers. Et on calcule en évolution par rapport au temps, justement, en évolution temporelle, on dit cet univers-là, qu'est-ce qu'il va nous donner maintenant? Est-ce qu'il est compatible avec ce qu'on a maintenant? Ou est-ce que les galaxies seraient apparues, par exemple, dans certains univers, certains modèles, les galaxies, elles apparaissent que dans 20 milliards d'années, donc ils ne marchent pas. D'autres, les galaxies apparaissent trop tôt, donc ça ne marche pas non plus. Donc il faut que ça corresponde à ce qu'on observe. Okay. Et justement, là, tu me parlais du Big Bang. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Ouais. Comment c'est apparu Alors le Big Bang, il y a une notion qui est assez fausse en fait. C'est vrai, les gens quand on parle Big Bang, à cause du nom je pense, il y a une image d'une explosion et tout s'éloigne de nous. Alors c'est vrai que tout s'éloigne de nous, mais tout s'éloigne de nous quel que soit d'où on est. Okay. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on regarde le ciel, Hubble en 1929 a observé que les galaxies s'éloignaient de nous. D'accord? Mais partout. D'accord? Alors naïvement, si je te dis que tout s'éloigne de nous, tu as envie de croire que tu es au centre de l'univers. Vu que tout s'éloigne de toi. Ouais. Sauf que c'est évidemment pas le cas, parce que bon, ce serait quand même prétentieux de dire qu'on est le centre de l'univers. Il faut représenter ça comme un ballon qu'on gonfle. Quand je gonfle un ballon, si je mets 2 points ici, si je mets 3 points, je vais mettre 3 points sur un ballon. Quand je gonfle, les 3 points vont s'éloigner l'un de l'autre. Mais pour ce point-là, lui, il s'éloigne, mais pour ce point-là, lui, il s'éloigne aussi. Et pour ce point-là, lui, il s'éloigne. Donc, dans un ballon, chacun croit être le centre de l'univers. Quand tu es dans un ballon, tu vas voir que tout autour de toi s'éloigne. Mais ton voisin, pour lui aussi, tout s'éloigne autour de lui. Donc en fait, chaque point de l'univers est un centre de l'univers. D'accord? C'est comme un élastique, une paroi élastique. Donc déjà, c'est ça. Donc il faut savoir que c'est une expansion qui est universelle partout. Donc l'univers, et parfois les gens disent il n'y avait rien avant, qu'est-ce qu'il y avait avant? Avant, il y a toujours eu quelque chose. Il n'y a pas eu rien avant, puis quelque chose. L'univers a toujours existé, a été infini. D'accord? On imagine une plaque d'univers infini. Je la prends plate parce que l'univers est a priori plat, même s'il peut avoir une courbure. Imagine une plaque avec plein de petits carrés, d'accord, quadrillés, d'accord. Et nous, on est dans un des carrés, on est le centre d'un des carrés, d'accord.
Le carré, il a une très très petite échelle. On va dire que c'est à l'échelle de Planck, très très petit. À un moment donné, là, on peut se poser la question qui, quand, pourquoi. Une particule qu'on appelle un inflaton, ici que j'ai écrit dans mes équations, a été responsable de l'expansion de l'univers. D'accord? On appelle ça une expansion rapide. Maintenant, ça correspond à de l'énergie noire. Donc, c'est une expansion, une énergie qui s'est mise dans l'univers, qui a été responsable de l'expansion de l'espace-temps. D'accord? Donc, c'est l'espace et le temps. Espace et temps sont toujours liés, d'après Einstein. Donc, l'espace-temps, c'est d'un seul coup étendu. D'accord? Donc, chaque petit carré, comme une surface élastique, comme un ballon, chaque petit carré s'est mis à grandir. D'accord? Très, très rapidement. D'accord? Donc, tu vois bien que mon voisin, lui aussi, il a eu son carré qui s'est grandi. Donc, chaque univers, chaque partie de l'univers infini. Donc, nous, on a un univers observable. Donc, la taille de l'univers observable, donc le rayon de notre univers observable, c'est à peu près 46, plus ou moins, milliards d'années. Donc, 46 milliards d'années, c'est la taille de notre carré maintenant. D'accord? Maintenant, il fait 46 milliards d'années. Mais on a un voisin à côté qui a aussi un univers qui a 46 milliards d'années, d'accord? Qui ne veut pas contacter avec nous, avec lequel on n'est pas en contact, d'accord? Immense l'univers. L'univers sont immenses, mais observe notre univers, nous, de ce qu'on connaît. Après, c'est de l'imagination, comme on dit. Mais de ce qu'on connaît, nous, c'est ce fameux carré. Enfin, c'est pas un carré, évidemment, c'est une sphère. C'est une sphère, si tu veux, hops, à peu près donc, de diamètre, 92 milliards d'années, donc 46 milliards d'années de rayon. Donc, il faut savoir que l'univers a toujours été là. Il s'est étendu d'un coup très rapidement. Ça a pris 10-34 secondes à peu près. Là, on peut discuter. Bam! Il s'est étendu très, très rapidement d'un coup, d'accord? D'un facteur exponentiel 55. Donc, c'est un chiffre très, très grand, d'accord? Et arrivé là, en fait, l'inflaton a arrêté son expansion, d'accord? Et il a commencé à se désintégrer, d'accord? Cette particule responsable, comme l'uranium, s'est désintégrée en énergie, d'accord? On appelle ça de la radiation. Et donc l'univers a commencé à être dominé petit à petit par de la radiation. Donc il était dominé par cet inflaton. Cet inflaton était responsable, blâme, de l'expansion. Et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il a une certaine durée de vie, comme toute particule, il a une durée de vie. Donc à un certain moment, il a commencé à se désintégrer en radiation. Donc vous pouvez imaginer la mer de la radiation, la mer de chaleur qui augmente petit à petit et qui va commencer à rattraper l'énergie de l'inflaton. D'accord? Et l'inflaton va être coulé sous la radiation et on va être un univers dominé par la radiation. D'accord? Et là, c'est ce qu'on appelle le Hot Big Bang, donc le Big Bang chaud, enfin l'univers chaud. D'accord? Donc un univers dominé par la radiation. L'univers étant en expansion, la radiation va commencer à se refroidir petit à petit parce que l'expansion de l'univers va commencer à dominer. Comme une pompe à vélo, hein, quand tu presses, ça chauffe, quand tu tires, quand tu détends, ça refroidit. L'univers est en train de se refroidir parce qu'il est en expansion. Donc l'univers se refroidit petit à petit, et à chaque fois que tu as des particules, tu as plein de particules dans l'univers, à chaque fois que tu as une particule qui est massive, dès que l'univers est plus froid que la masse de cette particule-là, blooms, elle sort du bain thermique. On appelle ça un bain thermique, où toutes les particules vivent. Et donc les particules sont sorties du bain thermique les unes après les autres, avec une certaine durée de vie. Et à un moment donné, elles descendent au-dessous de la masse du proton, à peu près, enfin on appelle ça plutôt de l'énergie de lésion du deutérium, je ne vais pas donner les détails, mais au-dessous d'une certaine énergie, on peut commencer à produire de l'hélium, du deutérium et de l'hélium. Parce que tant que c'est énergétique, la lumière, la radiation va détruire tout ce qui est autour d'elle, d'accord? Mais comme ça refroidit, à un moment donné, l'univers va être de plus en plus froid, avoir de moins en moins d'énergie, et donc les particules vont pouvoir survivre. Donc l'hélium est né, le lithium est né, et c'est là où, sorti de ce bain, sort hydrogène, noyau d'hydrogène, on appelle ça un proton, et noyau d'hélium, et du lithium, d'accord? De ces éléments-là vont naître des étoiles, d'accord? Des galaxies, etc. etc. D'accord? Donc 3 minutes pour former hélium et proton, ça dure 3 minutes, d'accord? 10 moins 34 secondes pour l'inflation. De 10 moins 34 secondes à 3 minutes, tu as la radiation. 3 minutes, tu as l'hélium et l'hydrogène qui sont formés, d'accord? Ça dure 380 000 ans, la radiation domine toujours. Et au bout de 380 000 ans, c'est l'hydrogène et l'hélium qui dominent, la radiation disparaît, d'accord? Maintenant, on a très peu de radiation. Et c'est eux qui vont dominer, donc l'espace va être dominé par la matière, et là, il va avoir la possibilité de former des structures. Avant, la radiation empêchait les structures. C'est comme si on fume dans une salle, il y a plein de fumée, et la radiation, c'est l'énergie, et donc je vais détruire les structures, je vais détruire la fumée si je bouge avec ma main. D'accord? Donc je vais empêcher en fait les fumées de former des structures. Alors que si tu fumes et que tu n'as plus de radiation, tu vas voir, la fumée va commencer à former des structures. Les galaxies, c'est le même principe. La fumée, les galaxies vont se former autour de structures de matière. C'est la matière noire qu'on cherche, moi je travaille sur la matière noire, parce qu'il y a de la matière, il y a 80% de la matière, on ne sait pas ce que c'est la matière noire. C'est autour de cette matière noire que l'hydrogène va commencer à se condenser, à former des gaz, des nuages de gaz. Les nuages de gaz vont former des étoiles qui vont former des galaxies. Et avant le Big Bang, il y avait quoi? C'était le vide ou un espace vide. Oui. Un espace vide. Mais comme je dis, certains pensent qu'avant le Big Bang, il y avait d'autres Big Bang, d'autres pensent que c'est un Big Bang qui a toujours été éternel. Il y a plein de théories, mais la théorie originelle du Big Bang, c'est qu'il y a un espace vide qui a toujours existé, d'accord? Et à un moment donné, l'inflaton est arrivé et il a tout étendu. Pour savoir pourquoi il est arrivé à ce moment-là, etc. Ça, c'est, bon, après, on prend un peu autre chose. Et donc, pour finir sur l'expansion de l'univers,
Donc l'univers dominé par la matière pendant à peu près 10 milliards d'années. Donc ça, c'était le Big Bang, c'est à 13,8 milliards d'années. Donc les premières galaxies, c'est il y a à peu près 1 milliard d'années, après le Big Bang. Après 1 milliard d'années, ça dure dominé par les galaxies pendant à peu près 10 milliards d'années. Donc ça veut dire il y a à peu près 5 milliards d'années, donc pendant 8 milliards d'années à peu près. Et là, il y a une nouvelle sorte de source d'énergie qui apparaît, qu'on appelle l'énergie noire, on ne sait pas ce que c'est. L'univers s'est remis en expansion. Il y a eu un Big Bang, l'univers s'est étendu. Et pendant 8 milliards d'années, il s'est étendu. Et au bout de 8 milliards d'années, il s'est arrêté. Et là, normalement, il aurait dû se recontracter. Parce que la masse attire la masse. Donc normalement, on devait repartir sur quand même un Big Bang. Et ce qui s'est passé, paradoxalement, on n'a pas compris pourquoi, mais il est reparti en expansion. Donc depuis 5 milliards d'années, l'univers est reparti, mais en expansion accélérée, comme un Big Bang. Donc, il est en expansion, il est reparti, donc il y a 5 milliards d'années, quand la Terre, c'est assez paradoxal, mais quand la Terre est apparue, c'est assez bizarre, mais bon, quand la Terre est apparue, l'univers a commencé à se réaccélérer, mais là il est en expansion accélérée. Ça veut dire qu'il n'est pas qu'en expansion normale. L'expansion, normalement, ce qu'on s'attend, c'est que l'expansion ralentisse, tu vois. Elle continue, ralentit, mais elle continue toujours, tu vois. Là, ce n'est pas le cas. Elle est en expansion, mais elle accélère. Donc on est en phase d'expansion accélérée, comme si justement, je te disais, on a un nouveau Big Bang. Donc les gens pensent que c'est un nouveau Big Bang qui repart. Parce que cette expansion va être de plus en plus accélérée, et dans à peu près 100 milliards d'années, on sera tout seul. Parce que dans 100 milliards d'années, les galaxies, la lumière a une certaine vitesse, d'accord? Une certaine vitesse. Dans 100 milliards d'années, les galaxies les plus proches vont commencer à s'éloigner de nous, parce qu'elles s'éloignent de nous en accélérant. Donc dans 100 milliards d'années, les galaxies qui sont pas gravitationnellement fixées à nous, vont commencer à s'éloigner plus vite que la vitesse de lumière. Donc leur lumière ne nous parviendra plus. Donc dans 100 milliards d'années, on sera tout seul. C'est-à-dire que s'il y a des physiciens très intelligents qui apparaissent dans 100 milliards d'années, qui observent le ciel, ils ne verront pas de galaxies. Il n'y aura aucune étoile. Il n'y aura qu'une seule galaxie qui sera la nôtre. Okay. C'est tout. Et donc s'ils ne savent pas, si on n'a pas laissé écrit quelque part qu'il y a eu un Big Bang, ils ne sauront pas. On est dans une période assez étrange de l'histoire où on a compris le Big Bang, alors qu'il y a 400 ans, ils ne comprennent pas. Et dans les futures générations, ils ne verront pas le Big Bang. Parce que l'expansion est tellement forte que tout sera parti, on appelle ça au-delà de l'horizon. Au-delà du point qui est atteignable par la lumière. Donc la vitesse de lumière ne nous parviendra jamais. Donc ils ne verront qu'une galaxie. Donc s'il y a un Einstein qui naît dans 100 milliards d'années, ils n'auront jamais la preuve qu'il y a eu un Big Bang à une époque. Ils se croiront juste seuls dans l'univers. Tous les autres étoiles seraient partis. Okay. Là justement, tu me parlais d'Einstein. Moi je ne sais pas, c'est une question que je me suis toujours posée. Si Einstein, Newton, Kepler ou d'autres physiciens, astrophysiciens n'avaient pas existé, comment serait le monde d'aujourd'hui? Difficile à prédire, mais je pense dans le cas d'Einstein, on aurait trouvé la relativité générale. Il y avait David Hilbert qui était dessus aussi. Donc, il y avait de la compétition, c'était dans l'ère du temps. Pour le cas de la relativité, donc 1915. Pour le cas de la relativité restreinte en 1905, il y avait Poincaré qui était aussi un peu dessus, Lorentz. Je pense que ça aurait été les théories de Lorentz et Poincaré qui seraient apparues peut-être 5-6 ans plus tard. La relativité générale sera peut-être mis un peu plus de temps pour comprendre toutes les conséquences, parce qu'Einstein, en fait, non seulement a fait la théorie, mais a calculé beaucoup de conséquences et a vraiment compris les fondements de la théorie. On l'aurait trouvé à un moment donné, je pense. On l'aurait trouvé à un moment donné, mais ça aurait pris plus de temps. Newton aussi, c'est vrai qu'il a énormément contribué. Ça aurait pris encore un peu plus de temps. Je pense on aurait pu prendre aussi d'autres voies. Parce que pour l'instant, on a un problème, on est bloqué, parce qu'il y a deux théories qui s'opposent. L'infiniment grand avec Einstein, l'infiniment petit avec la physique quantique. Et on n'arrive pas à les unir, ces deux théories-là. D'accord, elles sont incompatibles. On a la théorie des cordes, sur laquelle j'ai travaillé, qui est une des théories qui essaye d'expliquer les deux, ou la supergravité, qui est liée à la théorie des cordes. Mais c'est très difficile, et Einstein a toujours essayé de le faire. Peut-être en prenant une autre voie, qui sait, on aurait pu trouver l'unification plus rapidement. Okay. On ne peut jamais savoir. Et toi, justement, de manière générale, les physiciens et les scientifiques se reposent toujours sur les travaux du passé, ou toi, donc, tu te reposes sur les travaux de... Oui. Les travaux du passé, tout en essayant d'imaginer l'avenir, et parfois, comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, parfois en relisant des articles des années 30, certaines théories, cette théorie dont je t'ai parlé du Big Bang, quand tu revois un article de Lemaître, qui est celui qui est l'initiateur du Big Bang, c'est Georges Lemaître qui a eu l'idée de ce Big Bang, enfin, qui a pris les équations d'Einstein et qui a dit « vos équations, monsieur Einstein, prédisent une expansion ». Einstein n'y croyait pas parce qu'il voulait un univers fixe, bon, l'histoire est assez longue, mais quand on lit un article de Lemaître dans 1933, il y a déjà en fait la proposition d'un univers comme ça. Et c'est marrant, c'est que ça renaît il y a 20 ans, il y a 15 ans, cet univers est revenu parce qu'on a eu des modèles d'inflation, parce que la physique s'est améliorée. Et en reprenant l'idée de Lemaître, mais en l'appliquant avec des nouvelles théories qu'on avait de l'inflation, on a remis au goût du jour des anciennes théories. Donc il faut toujours faire un équilibre entre les théories du passé et les théories modernes. Toujours.
toujours. Parce que les gens du passé avaient aussi d'énormes idées. Donc, dans l'astronomie, il y a le mot astro. Et, je sais pas, c'est une question que je m'étais posée. Est-ce que toi, par exemple, c'est quoi ton avis sur l'astrologie, justement? Est-ce que tu es plutôt cartésien ou, Oui, je suis très cartésien. Ok. Je fais partie des gens très cartésiens et voilà. Hyper cartésien, on va dire. Et donc, justement, par rapport à ça, est-ce que tu crois aux extraterrestres ou, Alors, aux extraterrestres, pourquoi pas? Je ne crois pas en Dieu, si la question va sur Dieu, je ne crois pas en Dieu, ou Dieu horloger de Voltaire peut-être. Aux extraterrestres, oui, c'est possible. Alors, il y a une équation, il y a une équation qu'on appelle l'équation de Dirac, l'équation de Fermi, paradoxe de Fermi. Je vous laisse regarder sur Internet l'équation de Dirac et paradoxe de Fermi. Il y a l'équation de Dirac pour la physique quantique, mais aussi une équation de Dirac pour les extraterrestres. Vous regarderez, où il calcule la probabilité qu'il y ait une forme de vie extraterrestre. En calculant le nombre d'étoiles, en supposant que chaque étoile a à peu près 4 planètes autour, en calculant la probabilité que sur chaque planète il y ait une forme de vie, en calculant le nombre d'étoiles formées par jour, tu peux calculer en calculant la probabilité, en supposant la probabilité qu'une forme de vie devienne une forme de vie intelligente, parce qu'il faut qu'elle soit intelligente, la forme de vie, tu peux faire un calcul et en fait tu vois que la probabilité est très forte dans notre galaxie d'avoir une forme de vie. D'accord ? Tu fais juste nombre d'étoiles multiplié par nombre de planètes par étoile. Donc en gros, en moyenne, chaque étoile a 4 planètes et sur 4 planètes, il y a à peu près un quart de chance d'avoir une forme de vie qui apparaisse suivant les conditions. Donc en gros, chaque étoile a plus ou moins une planète qui peut théoriquement, physiquement, générer une forme de vie. Et quand tu calcules ça multiplié par le temps de l'évolution des milliards d'années, tu arrives à une probabilité assez forte. Donc le paradoxe de Fermi, c'est ça, c'est que quand tu calcules cette probabilité d'avoir une forme de vie dans la galaxie est très forte. Donc la question c'est comment ça se fait qu'on n'a pas observé de forme de vie, parce qu'ils nous auraient envoyé des signaux radio, quoi. Les signaux radio, on les détecte. Il faut savoir que les signaux radio qu'on détecte réguliers, il n'y en a pas tant que ça dans l'univers. Donc si tu as un envoi d'un signal radio, on devrait le recevoir. À l'inverse, si les extraterrestres nous regardent, ils savent qu'on a une forme de vie chez nous, parce qu'on a tellement d'ondes électromagnétiques régulières qui sortent dans la planète qu'ils en déduiraient une forme de vie automatiquement. Donc la conclusion du paradoxe de Fermi, malheureusement, c'est qu'il est possible qu'une forme de vie intelligente finisse automatiquement par s'autodétruire. C'est que, voilà. Donc nous, on va forcément s'autodétruire plus tard. C'est le paradoxe de Fermi, c'est effectivement qu'on a, on a une forte probabilité d'avoir une forme de vie. Pourquoi on n'a pas observé de signaux de cette forme de vie? Une des conclusions, c'est soit que le calcul soit faux, ce qui est aussi possible, et que en fait, la probabilité d'avoir une forme intelligente est beaucoup plus faible qu'on pense, et qu'on est vraiment une exception. Mais il semblerait qu'effectivement, quand tu développes une forme de vie assez naturellement, tu ailles vers une évolution biologique intelligente. Donc c'est possible effectivement que les civilisations, voilà. Ou alors elles s'en foutent de nous. Elles nous regardent de loin et nous trouvent sous-développés et elles ne voient pas l'intérêt de... Et donc justement par rapport à ça, je m'étais posé ensuite la question si la vie, c'était vraiment très très rare, ou à l'échelle de l'univers, nous, la Terre, on est vraiment une exception, ou c'est vraiment... comme tu l'as dit, apparemment... Non, ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recherches de planètes habitables. Ce qu'on appelle une planète habitable, c'est une planète où on peut avoir de l'eau liquide. Donc c'est entre 0 et 100 degrés, d'accord ? C'est les exoplanètes ? Les exoplanètes, ouais. Les exoplanètes, donc c'est les planètes autour des étoiles. On en observe de plus en plus, donc ça a l'air assez... Chaque étoile a l'air d'avoir quand même assez de planètes autour d'elle. Et ensuite, cette planète, elle doit être à une distance de telle sorte que l'eau liquide existe. Donc pas trop proche pour pas trop chaud et pas trop loin. Parce qu'on suppose que la forme de vie, mais on se trompe peut-être, une forme de vie peut-être des gaz, c'est pas la limite. Et donc c'est vrai qu'une forme de vie, une planète qui a une température entre 0 et 100 degrés a de fortes chances de développer des bactéries. D'accord ? Et des bactéries vont naturellement évoluer en forme de vie. D'accord ? On a vu dans l'atmosphère de Vénus récemment où les gens ont cru voir des formes de vie. Voilà. Sinon, moi justement, hier j'ai regardé le film Interstellar et j'ai pas trop compris le moment où il y a l'acteur principal qui part en gros 2h30 dans une planète, et il revient, et donc l'autre personne l'a attendu pendant 23 ans. Justement, c'est quoi ce décalage du temps dans l'espace? Alors, c'est l'équation d'Einstein qui est là, je ne sais pas si on la voit, mais enfin, R menu moins 1,5 de RG menu égale KT menu. Celle qui est encadrée. Okay. C'est l'équation qui relie la géométrie avec l'énergie. D'accord? Donc à droite, c'est l'énergie, donc la masse, on va dire, la masse de la planète. Elle est à droite, c'est kappa T menu, tu mets la masse de la planète. Donc c'est l'équation d'Einstein. Okay. Et à gauche, c'est la géométrie. Alors menu, c'est les indices, d'accord? Les indices, c'est-à-dire que mu égale 0, c'est le temps. Et 1, 2, 3, donc il y a 4 indices, c'est 0, 1, 2, 3, mu et nu. 0, c'est le temps, 1, 2, 3, c'est x, y, z, d'accord? Donc c'est espace-temps, parce qu'il avait déjà démontré que l'espace et le temps sont liés.
Si tu changes l'espace, tu changes le temps. Les deux sont totalement liés. Hein, en relativité restreinte, si tu vas très vite, ton temps ralentit. D'accord? Ton temps est lié à ta vitesse et ton temps est lié à l'espace. Donc la géométrie, c'est la géométrie d'espace-temps. Donc tu modifies aussi le temps. Quand je t'ai dit que l'univers c'est temps, je t'ai pas parlé, mais il y a aussi la composante temps. Okay. D'accord? C'est élastique, mais il faut compter toujours le temps dedans. Le temps fait partie de ça. Si je change mon espace, je change aussi mon temps. Et donc ce qui est dans les équations d'Einstein, si je mets une masse très très forte ici, je vais ralentir le temps. Il y a des dérivés par rapport au temps ici. Donc ça veut dire que si je suis sur une planète massive, mon temps ralentit. Plus je me rapproche d'une source de masse, donc j'ai l'Einstein, donc ça veut dire que ma masse va déformer mon espace-temps. Mon espace-temps, c'est comme une structure en caoutchouc. Je pose une bille dessus, ma structure en caoutchouc va être déformée, et donc mon espace-temps va déformer. Et plus il est déformé, plus mon temps va ralentir. Donc si je me rapproche d'une source de matière, mon temps, mon horloge, mon tic-tac, tic-tac. Mais tout mon temps, je veux dire, c'est pas que l'horloge. Ma biologie, mon corps, tout l'espace et le temps autour de moi ralentissent. Donc dès que je suis proche d'une couche de masse, voilà mon temps. Par contre, comme celui qui était dans le satellite est très loin de la couche de masse, lui, il a un temps qui passe normalement. D'accord, son horloge. Alors que mon horloge à moi, sur la planète, il va très très lentement. Donc quand je retourne dans la capsule spatiale, lui, il y a passé à peu près 15 ans, alors que moi, il ne s'est passé que 2 heures. Donc plus la planète est masse, on a fait l'observation, hein, on a mis une horloge sur le sommet d'une montagne, on a mis une horloge en bas à Genève avec des horloges atomiques, on le voit. On a même envoyé des avions, un qui tourne dans le sens de rotation de la Terre, l'autre dans l'autre sens de rotation de la Terre. On a laissé une horloge sur Terre, on a comparé les horloges et il y avait décalage. Un décalage de relativité restreinte parce que l'avion bouge, plus un décalage de hauteur parce que les avions sont en hauteur par rapport à celles qui sont restées. Alors ça correspond à des microsecondes, voilà, donc pour nous, c'est entre l'avion et la Terre, on ne voit pas beaucoup. Mais sur des corps comme des trous noirs, par exemple, dans des corps proches des étoiles à neutrons, c'est des effets qui sont très très visibles et très 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 réels. Et justement, par rapport aux trous noirs, je sais que là c'était l'année dernière, il me semble, où on a réussi à prendre la première photo d'un trou noir. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'était si historique cette photo Oui, alors comme on dit, c'est un trou noir, on ne voit pas le trou noir, mais on voit tout ce qui est autour, en fait, la radiation qui est autour. Et ce qui est historique, c'est que ça correspondait à ce qui était prédit. Parce que le trou noir, c'est un objet assez particulier. En fait, à l'origine, un trou noir, c'est également une solution de cette équation. Parce que les gens, parfois, font une confusion entre une équation et une solution. Une équation a plein de solutions possibles. Si je te prends x carré égale 1, ça peut être x égale 1 ou x égale moins 1. Parce que moins 1 au carré, ça fait aussi 1. Donc une équation x carré égale 1 a plusieurs solutions. D'accord? Donc ça, c'est les équations d'Einstein. Elles ont plusieurs solutions. D'accord? Et en 1917, un physicien allemand qui était sur le front de l'Est, qui s'appelle Schwarzschild, qui était canonnier, mais aussi physicien, lisait l'article d'Einstein qui était paru en 1915 et lui écrit en disant « Votre équation a une solution bizarre, une solution où le temps s'arrête. Donc c'est comme un trou dans l'espace-temps où mon temps s'arrête. Donc c'est une solution. Donc c'est vrai qu'en gros, si tu prenais toute la masse du Soleil et que tu la condensais dans 3 km, d'accord, donc masse du Soleil dans 3 km, le temps s'arrêtait. Donc si tu te rapprochais de ça, le temps s'arrêtait. Donc il demandait à Einstein qu'est-ce qui se passe de l'autre côté quand je rentre dedans. Est-ce que le temps revient en arrière? Est-ce que le temps s'arrête? Est-ce que je rentre ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? Et donc Einstein a reconnu que oui, c'était un problème de cette équation. Donc c'était à l'époque un problème. Il disait, ouais, si je mets tout le Soleil en 3 km, mon équation n'a pas de solution. Voilà, il n'y a pas de solution. C'est une équation qui n'a pas de solution. Mais les gens s'en foutaient parce qu'ils disaient, la masse du Soleil en 3 km, ça n'existe jamais, donc c'est pas important. Tu vois, on disait que l'équation d'Einstein était approximative, c'était un problème. D'accord. Et il se trouve que dans les années 60, on a découvert ce qu'on appelle des pulsars, qui sont des étoiles à neutrons. Quand un Soleil explose, son cœur implose en une étoile qu'on appelle une étoile à neutrons, qui faisait de 10 à 15 km. Donc on n'était pas loin des 3 km de Schwarzschild. Et donc les gens se sont dit, mais peut-être que cette solution bizarre est un objet physique. Et donc c'est là où supposons. Exactement. Penrose, qui a eu le prix Nobel cette année, fait parmi de ceux qui ont travaillé dessus, et Hawking, mais ceux qui ont dit, ok, je vais considérer que ce n'est pas un problème des équations, mais je vais considérer que c'est un objet physique qui existe. Et je vais le traiter comme tel. Donc je vais le mettre dans les équations, et je vais regarder comment autour les étoiles, les gaz vont agir si ça existe. Et donc il y avait les équations, et on savait à quoi devrait ressembler non pas un trou noir, mais ce qu'il y a autour. Et la photo est exactement ce qui est prédit par les équations d'Einstein. C'est-à-dire que tu vois tout le gaz qui est autour, un peu plus à gauche, un peu moins à droite, c'est des effets de relativité.
Et ça correspond en fait exactement à ce qui était prévu, la forme de tout ce qui est autour correspond exactement à ce qui était prédit par Einstein. Donc c'est effectivement une belle confirmation. Donc, moi je suis passionné par Elon Musk qui a créé SpaceX. Il y a aussi Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui a créé Blue Origin. Il y a également Richard Branson, le patron de Virgin, qui a créé Virgin Galactic. Toi, tu penses quoi de ces entrepreneurs qui veulent conquérir l'espace, entre guillemets? Moi, c'est très bien. Déjà, en général, sur la conquête de l'espace, je pense que c'est très bien. Faut se rappeler ce qu'a dit Kennedy lorsqu'ils sont allés sur la Lune. Hein. Dans son discours, il disait on ne va pas aller sur la Lune parce que c'est facile, on y va justement parce que c'est difficile. Okay. Et le but, c'est d'aller sur la Lune. C'est pas, voilà, c'est que l'esprit humain doit aller dans l'espace. C'est du rêve, c'est de la passion, c'est évidemment de la géopolitique aussi. Faut pas se... Et il y a aussi la technologie avec les satellites. Et je pense que si le privé il va, tant mieux. Après, c'est vrai que quand tu es pris une boîte privée, il faut avoir des retombées. L'avantage d'aller sur la Lune, c'est comme c'était public, il n'y avait pas besoin. C'est principalement une lutte entre les deux blocs communistes et capitalistes à l'époque. Mais c'est vrai que les Chinois veulent aller sur la Lune, les Chinois veulent même être les premiers à aller sur Mars. Donc il y a un grand mouvement sur Mars, même si quand on regarde en détail la façon d'aller sur Mars, ça va être beaucoup plus difficile d'aller sur Mars que d'aller sur la Lune. C'est très compliqué. Il faut vivre sur place, il y a un voyage qui est assez long, etc. Donc le voyage sur Mars va être plus compliqué que sur la Lune, beaucoup plus compliqué, ça va pas être facile, mais effectivement c'est très important que l'homme rêve et aille au maximum dans l'espace. Et justement par rapport à conquérir l'espace, est-ce que tu penses que la conquête de l'espace a une fin? Je pense au satellite Voyageur 1 qui est parti dans les années 70 et qui là n'a toujours pas dépassé, il n'est toujours pas sorti du système solaire. J'ai l'impression vraiment que l'univers est tellement grand qu'on ne pourra jamais sortir. C'est quoi, oui, après, donc c'est marrant parce qu'on peut parler en termes de civilisation. On est une époque, on est assez développé, mais il faut s'imaginer que voilà, on sera quand même plus développé, j'imagine, dans un milliard d'années, à moins qu'on disparaisse. Mais bon, il faut reconnaître que quand tu vois ce qu'on est nous maintenant par rapport à ce qu'on était il y a 3000 ans ou même 10 000 ans, c'est quand même énorme l'évolution de l'humanité. Donc si je me projette dans 10 000 ans, j'ai du mal à imaginer. Je pense que jamais un homme préhistorique il y a 10 000 ans pouvait imaginer ce qu'on serait maintenant. Donc s'imaginer ce qu'on sera dans 10 000 ans, c'est impossible. Maintenant, il y a 3 types de civilisations. On appelle ça les civilisations de type 1, 2, 3. Vous pouvez regarder sur Internet les gens qui sont curieux. La civilisation de type 1, c'est une civilisation qui utilise par an toute l'énergie disponible sur sa planète. Okay. On est une civilisation de type 1. On utilise à peu près 80% de tout ce qui est disponible sur la planète. On n'a pas encore usé tous les ressources, mais ressources donc pétrolières, etc., d'énergie. Donc on vit sur ce dont la planète fournit. D'accord ? Une civilisation de type 2, c'est une civilisation qui a besoin, et on a de plus en plus besoin d'énergie. Une civilisation de type 2 est une civilisation qui a besoin de l'énergie de son soleil. Okay. Donc il faut imaginer ce qu'on appelle une sphère de Dyson ou des sphères, ou une civilisation qui entoure le soleil. D'accord, de panneaux solaires par exemple, et qui capte toute l'énergie solaire, et il a besoin de l'énergie du soleil pour vivre. D'accord, et donc il store l'énergie solaire, etc. Ça, c'est civilisation de type 2. Donc nous, on est aussi type 2 parce qu'on a besoin du soleil. Oui, mais on n'a pas besoin de toute l'énergie solaire. L'énergie de la Terre va suffire pour l'instant. D'accord, mais suppose qu'une type 2, c'est qu'il y a besoin de tout le soleil. Et la civilisation de type 3, c'est la civilisation qui a besoin de toute l'énergie des étoiles de ces galaxies. D'accord, donc c'est une civilisation très très lointaine. Et là, il faut qu'elle capte toutes les galaxies. Et c'est là où l'expansion de l'univers, je te parlais, est assez marrante, parce que comme les étoiles s'éloignent, c'est assez marrant, on peut faire un calcul pour savoir est-ce qu'on peut entourer le Soleil de panneaux solaires et donner suffisamment d'énergie pour contrebalancer l'expansion qui s'éloigne et le ramener vers nous et ramener les étoiles tout autour et utiliser les choses. Bon, ça, évidemment, c'est peut-être plus de la science-fiction, mais voilà, nous, pendant des dizaines de milliers d'années, on restera de toute façon type 1, je pense, mais c'est bien d'imaginer notre civilisation évoluer. Enfin, voilà, si on est optimiste, j'aime bien, moi je suis plutôt optimiste, donc j'espère que notre civilisation sera là et viendra le jour où... Voilà. Mais c'est pas impossible qu'on réfléchisse, enfin c'est pas impossible. On peut imaginer utiliser l'énergie solaire, ou trouver des moyens d'utiliser l'énergie solaire à son maximum. Okay. Donc ouais, on aura des moyens de voyager, je pense, j'imagine. Les civilisations de type 2 ou 3 auront des moyens de voyager dans l'espace beaucoup plus efficaces que nous. Moi j'y crois. Ok, super. Justement là, tout à l'heure je te parlais d'Elon Musk. Et dans une conférence, il disait qu'il y avait peut-être une chance qu'on vive dans une simulation. Et donc justement, est-ce qu'on peut concrètement dire que
on n'est peut-être pas dans la vraie vie, ou enfin je sais pas que par rapport à l'intelligence artificielle aujourd'hui, ou là tout à l'heure je sais qu'on parlait des jeux vidéo, et il y a plein de théories qui parlent par rapport à la simulation, donc aux jeux vidéo, on est peut-être dans un jeu vidéo ou des choses comme ça. C'est quoi l'avis des scientifiques par rapport à ça Non, moi je crois pas trop, mais après il y a une théorie qu'on appelle des théories holographiques, pareil pour ceux qui sont curieux et pourront taper sur internet, qui sont liées au trou noir en fait, et à la théorie de l'information, qui dirait qu'en fait on vit que dans 2 dimensions et que la 3e dimension est une illusion en fait. En 2 dimensions, bah, vous connaissez les hologrammes je pense, hein, on peut coder toute l'information de 3 dimensions en 2 dimensions, d'accord? Donc tout peut être codé en 2 dimensions. Donc certains pensent effectivement qu'on est un ensemble d'informations codées en 2 dimensions et qu'on a une impression de 3 dimensions. Alors c'est des théories physiques, hein, holographiques. Bon, moi je pense pas, je pense qu'on est entre... Par contre, ce qui est possible, c'est qu'il y ait des dimensions supplémentaires, ça j'y crois. C'est qu'on n'est pas que 3 dimensions d'espace-temps, mais qu'en théorie des cordes, par exemple, on est à 10 dimensions d'espace-temps. Donc on a 3 dimensions d'espace grandes, et un espace de dimension de temps, comme je dis, et 6 dimensions petites, très petites, qui ont été contractées à l'époque des premiers instants de l'univers. D'accord. C'est cette théorie des cordes, les champs de modules sur lesquels j'ai travaillé. C'est très intéressant. La théorie des cordes, donc c'est une théorie qui unifie l'infiniment petit et l'infiniment grand, a besoin d'exister en 10 dimensions. Elle n'existe que en 10 dimensions. D'accord. Pas en 13, pas en 6, etc. 10 dimensions d'espace-temps. Donc il existerait 6 petites dimensions. D'accord. Donc c'est l'opposé de dire qu'on a un espace plat, on est plutôt dans plus de dimensions. Et dans ces toutes petites dimensions, il pourrait exister d'autres univers. Okay. Donc c'est-à-dire je n'ai pas compris, en gros, il n'y aurait pas qu'un seul univers, il y aurait plusieurs univers avec plusieurs couches, c'est ça? Non, en fait, c'est comme une feuille, tu vois, une feuille plate. Okay, ouais. Si tu regardes de loin, tu vois que 2 dimensions. D'accord. Et donc, tu peux vivre en 2 dimensions. Maintenant, si tu fais un zoom sur la feuille, tu verras qu'il y a quand même une petite épaisseur. Okay, d'accord. Et que dans la feuille, il peut se passer des choses, d'accord, dans chaque dimension. Et nous, on est comme une feuille dans notre univers, on appelle ça les multiverses, serait un des feuillages, d'accord. Mais tu pourras avoir effectivement plein d'univers parallèles, feuillages dans une autre dimension, et chaque univers pourrait se parler l'un à l'autre. Certains pensent ça. Certains qui pourraient avoir des fuites, et qu'un trou noir, par exemple, pourrait t'amener dans une autre feuillage d'un autre univers, d'accord. On appelle ça les multivers, d'accord. Donc ça, c'est des théories. Des multivers qui peuvent être aussi tordus, d'accord. Ça, c'est tout à fait possible. Okay. Tu as publié ce livre l'année dernière, donc Histoire de temps. C'est bien l'année dernière? Ouais, c'est l'année dernière, Histoire de temps. Est-ce que tu peux nous expliquer où on peut le trouver sur Internet et il parle de quoi? Voilà, bon, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies, Amazon aussi, ou la Fnac, etc. Okay. Donc il parle à la fois de l'histoire, donc comme j'écris, de la nature du temps et de sa mesure. Donc déjà, qu'est-ce que le temps au départ, hein, au niveau des philosophes, la question qu'on s'est posée. Puis, comment on a mesuré le temps entre les clepsydres, le soleil, les objets mécaniques. L'importance du temps dans nos sociétés aussi, pour le travail, le lien entre temps et travail, etc. Et la nature du temps, tout ce que je vous ai expliqué sur la relativité restreinte, relativité générale, voilà, l'influence du soleil et des planètes par rapport au temps qui s'écoule, ce dont on parlait par rapport à Interstellar. Donc, comment les théories d'Einstein ont modifié l'image que l'on avait du temps, qui était avant assez linéaire. Et c'est vrai qu'avec Einstein, le temps est devenu non plus linéaire, mais courbé et lié à l'espace. Donc on appelle ça le temps relatif en quelque sorte. Et comment ces théories actuellement, avec les horloges atomiques, avec les GPS, comment ces théories sont très importantes pour notamment notre position, comme je disais, le GPS dépend beaucoup de la relativité restreinte, parce que les signaux qu'on envoie aux satellites, tant qu'ils arrivent et qu'ils reviennent, c'est très important d'avoir une précision sur le temps énorme. Et donc les théories de relativité sont très importantes dans ces calculs-là. Donc je garderai la citation d'Einstein, qui disait que la distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, aussi tenace soit-elle. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu as choisi cette citation? Alors, c'est lié au temps, ce dont on parlait justement des paradoxes du temps. C'est que le temps, c'est un peu comme c'est une dimension d'espace, c'est un peu comme les couches dont je te parlais. C'est-à-dire que distinguer présent, passé ou futur, c'est un peu comme si distinguer gauche ou droite. Tu vois, tu es symétrique par rapport au temps. Donc en fait, l'évolution du temps n'est un peu qu'une illusion. C'est-à-dire que ce que tu appelles présent, c'est une des tranches de l'espace-temps, mais qui évolue. Et donc il n'y a pas vraiment de distinction entre présent, passé et futur. Les équations, par exemple, physiques, on peut changer le temps, les équations physiques, on peut remonter le temps. D'accord. Donc les équations sont remontables. Donc il n'y a pas vraiment de distinction entre ces trois notions en fait. Super. Non. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je t'en prie, un plaisir. Merci beaucoup.